Bien, je me permets de... D'abord, je vais continuer. Je me permets de répéter les quelques notions fondamentales que nous avons vues tout à l'heure. Première notion, c'est que Herzl était parcouru de forces. Et ces forces pouvaient être distinguées au niveau des éléments sources, au niveau essentiel, au niveau du makor, comme on dit en hébreu, selon trois personnages bibliques fondamentaux, Yosef, Hatzadik, et je rappelle que Théodore Herzl s'appelait en hébreu Binyamin, le frère de Yosef, fils de Rachel. La deuxième force, c'était la force de Yitro, le père de Tzipora, femme, épouse de Moïse. Et la troisième force, c'était évidemment une partie des forces de Moïse. Et lorsque j'ai donné des exemples à la fin de mes propos, à partir du livre de monsieur le docteur Léon Vogel, paru dans les années 1950, c'est un très vieux livre, j'avais expliqué, très peu connu, j'avais expliqué que d'abord, comme Moïse, si on peut se permettre, eh bien Herzl était d'abord seul. Comme Moïse, il était incompris. Il est passé même par la phase du doute. Il s'est demandé s'il était capable de faire sa mission, comme Herzl. Comme Moïse, maintenant je prends le côté d'Herzl, il était tout simplement vilipendié par on allait dire, les élus du peuple, les anciens, les riches de cette époque-là, que ce soit Maurice de Hirsch ou que ce soit les riches anglais, on n'en voulait pas. Il a été porté particulièrement par les pauvres. Ce sont ceux, si vous voulez, au temps de Moïse, qui sont sortis d'Égypte. Ce sont ceux qui ont cru à Moïse. Les riches, les aisés, font partie des 4/5e qui ne sont pas sortis d'Égypte. Ils étaient très bien intégrés dans la société égyptienne, ils ne sont pas sortis d'Égypte, ils avaient souffert, mais ils étaient suffisamment nantis pour pouvoir attendre un nouveau pharaon, si vous voulez, plus aimable et plus gentil avec le peuple juif, le peuple hébreu à l'époque. Herzl était un homme qui était aussi quelque part rejeté par les siens, un peu comme Moïse qui était rejeté par exemple Dathan et Aviram et rejeté par malheureusement une bonne partie des Hébreux. Et donc tout cela fait que Moïse est passé d'un cœur, si vous voulez, très endolori, tout en souffrance. Il souffrait donc de la souffrance du peuple. Il ne pouvait pas voir l'antisémitisme. Herzl aussi ne pouvait pas voir l'antisémitisme. Eh bien, Herzl comme Moïse vont s'endurcir. Dieu va les aider. Regardez, Moïse va avoir son frère, Aaron à Cohen. Et Dieu va être avec lui. Va chez Paro, n'aie pas peur d'aller chez Paro. C'est moi qui suis dans la tête de Paro, donc n'aie pas peur. C'est moi qui suis le maître de l'histoire, dit Dieu à Moïse. N'aie pas peur d'aller chez Pharaon. Et de notre côté, à notre époque évidemment, Herzl, n'aie pas peur, dit Herzl. Avance, dit Dieu à Herzl. Et Herzl est devenu, si vous voulez, un individu avec un moral d'acier, avec une force de poigne, avec un feu intérieur incroyable. Comme Moïse, Herzl avait, évidemment, à une époque différente, évidemment, dans des circonstances différentes, mais il avait, évidemment, le buisson ardent. Alors je continue, et vous allez voir. Regardez. Regardez, s'il vous plaît, ce qui s'est passé après, selon les écrits de Moïse. Excusez-moi, selon les écrits de Herzl. Après avoir rappelé qu'Israël est un peuple qui possède le matériel humain et les moyens pour faire renaître son État,
Herzl expose, dit le docteur Léon Vogel, les grandes lignes de sa vision du renouveau national. D'abord, alors je résume, je ne peux pas tout dire, d'abord, les plus pauvres partiront les premiers pour défricher le pays. Et c'est vraiment, dit le docteur Vogel, le retour à Sion qui s'est effectué. Ils construiront, et ils l'ont fait, des rues, des ponts, les chemins de fer et les cités urbaines. L'esprit d'entreprise trouvera un nouveau champ d'activité. Regardez, chacun viendra de son propre gré à ses risques et périls. Nous aurons à cœur d'allier l'audace avec le sens des grandes réalisations. Eh bien, nous pensons évidemment à tous ces Chalutzim, à tous ces pionniers qui sont venus et qui ont combattu la malaria, qui ont combattu toutes les maladies, qui ont défriché des terres qui étaient absolument pleines de, tout simplement de sable, de rochers et même de déchets marécageux. Le nord du pays était plein de marécages. C'était extrêmement compliqué. Il fallait une audace absolument insensée. C'était presque pas humain. Ils l'ont fait et ils ont réussi. Maintenant, regardez comme c'est très intéressant. Là, c'est le côté, si vous voulez, hitro, systémique, organisationnel. Les Juifs qui se rallieront à notre idée sont regroupés dans une société des Juifs. C'est aujourd'hui l'agence juive, d'accord? Celle-ci aura le crédit nécessaire pour parler en leur nom et faire traiter avec les différents gouvernements. L'autorité de la société, une fois reconnue, l'État sera virtuellement constitué. Il lui appartiendra de fixer les modalités de la prise de possession des territoires. La souveraineté totale et inconditionnelle sera le soubassement de toute notre action politique. C'est très très important de comprendre que Herzl avait reçu la structuration étatique, il avait reçu la manière dont il fallait financer, il avait eu l'intuition prophétique de créer une banque, la banque anglo-palestine, et il lui fallait quelques centaines de milliers de livres sterling, c'était très très cher à l'époque évidemment. Il a cherché partout, les riches ne l'ont pas suivi, et au dernier moment, une intuition prophétique, encore une fois, est venue, et il s'est retourné vers les pauvres. Et les pauvres ont acclamé. Ils l'ont acclamé, il est parti en Pologne, il est parti à l'Est, et en Roumanie, et dans ces pays-là, il a été absolument acclamé par tous les indigents comme étant tout simplement le Mashiach, le Messie. Et c'est très intéressant parce que il va donner de nombreuses idées pour pouvoir développer et ça c'est le côté, si vous voulez, Yosef. Ça c'est le côté Yosef. Regardez, c'est très intéressant. Il va d'abord parler de la force du travail. Il va définir, il va aller très très loin dans l'économie de l'entreprise. Il va définir le temps de travail. Et il a déjà parlé à son époque, nous sommes à la fin du 19e siècle, la journée de 7 heures. Et il a dit qu'il faut travailler 7 heures, 3h30 le matin, 3h30 se reposer, aller avec la famille, manger, faire la sieste, etc. Et 3h30 en fin de journée pour pouvoir continuer le travail. Pas plus. 7 heures, 3h30 et 3h30. Et donc là, il a été très 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 loin dans la planification non seulement du travail, mais aussi de la culture, de l'éducation, des transports. Il a eu véritablement beaucoup, comme Yosef Hatzadik, les éléments moteurs qui permettront de créer, bon, pour Yosef c'était de sauver l'Égypte, mais pour Herzl c'était de créer un État moderne, performant et ô combien dynamique. Il était très très optimiste. Je vous raconte une petite anecdote. Il a fait son déplacement en Palestine en 1799. En 1899.
il était question de rencontrer le chancelier allemand. Et à ce moment-là, il était donc à Jérusalem, il était avec quelques ingénieurs russes qui lui avaient prédit l'importance de la mer Morte, et notamment des engrais et de la richesse du Negev et de la richesse sous terre, sous la mer Morte. Et donc il a été évidemment à Dodan. Il n'y avait pas de chemin de fer à l'époque pour aller jusqu'à la mer Morte, et il est arrivé à la mer Morte exténué, et il ne comprenait pas parce que ses ingénieurs lui ont dit qu'il y avait certes des ressources. Lui, il le savait intuitivement, il savait très bien les richesses énormes que possédait la mer Morte, et quand ils sont arrivés, eh bien, ils ont vérifié par des instruments de mesure qu'en fin de compte, il n'y avait pas grand-chose. Alors il a été extrêmement touché, parce que lui, il avait compris à Vienne, lorsqu'il était à Vienne, que la mer Morte était un territoire extrêmement riche en minéraux. Eh bien, lorsqu'il est revenu à Vienne, il était très touché. Il ne comprenait pas, parce qu'il avait eu ce sentiment intuitif, cette sorte de prophétie que la mer Morte était très riche. Eh bien, un rapport lui arrive par le courrier, un rapport de ces ingénieurs russes, et disant que docteur, parce qu'on l'appelait docteur Herzl, il était, je répète, docteur en droit, docteur Herzl, on s'est trompé de lieu. Effectivement, l'autre côté de la mer Morte qui était extrêmement... Bon, aujourd'hui, vous avez évidemment les usines de la mer Morte et tout le reste qu'on ne sait pas encore. Et donc, c'est de l'autre côté de la mer Morte où le sol est extrêmement riche. Et là, encore une fois, il est revenu à toute sa force, à toute sa confiance en soi, parce qu'il avait perçu en tant que prophète, avec une intuition absolument fondamentale, que la terre d'Israël, contrairement à ce qu'on pense, elle était extrêmement riche. Bon, aujourd'hui, on le voit, il n'y a pas un jour qui passe où on ne trouve pas du gaz, où on ne trouve pas du pétrole, où on ne trouve pas toutes sortes de denrées. Il n'y a pas un jour qui passe où on ne trouve pas de l'eau. Il y a beaucoup d'eau, par exemple, dans le Negev. Et donc, évidemment sous le sol, il y a beaucoup de pétrole. On vient de trouver à côté de Jérusalem, du côté de la mer Morte, une nappe de pétrole pétrolifère très importante. Donc vous voyez, il y a quand même quelque chose qui prouve que Herzl, ce n'était pas un individu commun, ce n'était pas un individu comme un autre, c'était un individu qui avait une très profonde intuition prophétique, exactement comme avait Yosef Hatzadik. Et Yosef Hatzadik, comme Herzl, était doué d'un sens d'organisation absolument phénoménal. Et regardez, il a développé l'État, Herzl a développé l'État, le côté, j'allais dire, presque socialiste, le côté collectiviste, mais il a aussi voulu développer l'entreprise avec la propriété privée des moyens de production, et Herzl a voulu véritablement protéger à la fois les ouvriers, mais aussi le capital. C'est lui-même qui a créé, je répète, cette banque avec des fonds qui venaient de tous les pays et de tous les indigents. Ça nous rappelle évidemment ce fameux Maharat Shekel, où chacun a donné sa part pour la construction du temple. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Juste pour finir, ce que je voulais dire, c'est que Herzl étant véritablement porteur par un projet qui est un projet absolument immense, grandiose, qui a été rejeté par l'ensemble des têtes couronnées. L'empereur d'Allemagne l'a reçu, mais bon, il n'a pas pris au sérieux. Le sultan malgré tous les efforts d'Herzl, a lancé plusieurs fois une fin de non-recevoir. Le pape, c'est arrivé juste avant sa mort, il est parti voir le pape, et le pape lui a bien expliqué qu'il ne voyait d'avenir pour le peuple juif que le christianisme, que la conversion au christianisme. Et donc il était absolument seul
il est mort dans des conditions très 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 difficiles. Il y avait l'affaire de l'Ouganda, ça c'est compliqué à expliquer ici parce que ce sont les mouvements, les courants adverses qui se sont qui n'ont pas réussi, si vous voulez, qui sont s'entrechoqués, qui n'ont pas réussi à s'apaiser. Il en a beaucoup souffert. Lui, le Foreign Office, les Anglais voulaient lui donner, en attendant l'ouverture turque vers la Palestine, lui donner Sharm el-Sheikh et la partie égyptienne en attendant, pour que ces pauvres malheureux qui mouraient comme des mouches tous les jours dans l'Europe de l'Est de l'époque, puissent trouver un peu de repos. Après, le Foreign Office lui a proposé l'Ouganda, et il a voulu que ce soit non pas l'État juif, mais un foyer qui permettait peut-être d'être plus autonome et de protéger ces pauvres malheureux. Et donc, ces grandes discussions à l'international juif l'a énormément fatigué. Il est mort en juillet 1904, encore une fois, comme Moïse, sans rentrer en terre d'Israël. Il ne s'est pas installé, il n'a pas eu la chance de vivre véritablement en Eretz Israël, comme Moshe. Et donc, voilà cet individu qui a laissé une œuvre absolument unique, et qui, aujourd'hui, on le voit très très bien, avait tout à fait raison. Et donc, c'était le véritable Mashiach ben Yosef. Vous savez, en tout cas de son temps, vous savez, il y a, juste pour finir, une anecdote très très intéressante. Le Rav Kook, père, le Rav Kook, père, qui est mort en 1935, le Rav Cohen Kook, a fait l'inauguration de l'université, pose la première pierre de l'université à Ratzoufim de Jérusalem, l'université hébraïque de Jérusalem, et il a parlé du messianisme évidemment lié à Herzl. Il a reconnu Herzl comme étant le Mashiach ben Yosef, et son fils, le fils de cet immense Rav, qui s'appelait le Rav Zvi Yehuda Cohen Kook. Et en 1949, lorsqu'on a fait venir les dépouilles de Herzl de Vienne en Israël, il est enterré pas loin de chez nous, au Har Herzl, et bien on a mis son corps comme il le voulait. On l'a fait traverser parce qu'il voulait habiter en Eretz Israël, être enterré en Eretz Israël que lorsque l'Israël sera souverain. Il ne voulait pas habiter dans un Israël qui était encore sous la coupe des nations. Et quand il y a eu l'indépendance de l'État d'Israël en 1948, l'État d'Israël a pris les restes de la dépouille mortelle de Herzl et l'a fait traverser de long en large, du sud vers le nord et de l'est en ouest par un avion. Et la célébration lors de l'enterrement au Har Herzl, au mont Herzl, a été notamment accomplie par le Rav Zvi Yehuda Cohen Kook, qui a encore une fois reconnu, il faut lire évidemment ses prières et ses oraisons, parce qu'il a reconnu évidemment Herzl comme le Mashiach ben Yosef. Alors juste, qu'en est-il en fait aujourd'hui? Il y a encore une bonne partie du peuple qui n'a pas pris conscience de l'importance de Herzl, pour une raison très très simple, c'est que les grands ne sont pas reconnus automatiquement et avec facilité, parce qu'ils posent question, ils posent problème. C'est vrai que Herzl était assimilé au début de sa vie, c'est vrai, c'est absolument vrai qu'il ne s'est pas entendu avec sa femme et qu'il est parti à Paris aussi pour, disons, être un homme plus libre. C'est vrai que Herzl était un homme de droit qui ne respectait pas la cacheroute. Et donc, c'est très dur, et on peut comprendre pour quelqu'un qui est dans la Torah d'accepter que Dieu ait choisi un individu habitant Vienne, étant né à Budapest, comme étant une sorte de messie, avec un projet qui est un projet absolument
énorme, laïque, bien que Herzl respectait beaucoup les rabbins, il respectait beaucoup la religion, mais lui-même, nous ayant vécu en France, on sait très bien ce que Herzl ressentait. Il se sentait tout simplement un juif, disons, autrichien, et sans plus. Et donc, il ne reniait pas ses origines, mais il se sentait tout simplement, en tout cas dans sa première jeunesse, baigné dans un univers qui était un univers laïque, goy. C'était devenu un grand, disons, littéraire, un grand journaliste, reconnu dans son pays, à Vienne. Et donc, il a vécu 4 ans à Paris. Et aujourd'hui, bien entendu, il faut lui rendre hommage, et parce que sans lui, il n'y aurait pas eu l'État d'Israël, parce que l'État juif et tout ce qu'il a écrit après, l'ancien nouveau pays, Alte New Land, par exemple, et sont des livres tout à fait prophétiques. Voilà, je vous embrasse et que Dieu vous protège à tous.